Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast qui vous parle de mes obsessions, cinématographiques principalement, même si vous n'êtes jamais à l'abri d'une tangente de 10 minutes sur le fromage fondu. Dans les épisodes précédents, je vous emmenais avec moi à la Mostra de Venise, mais le festival est désormais fini. C'est terrible car non seulement je ne suis plus en Italie, mais en plus je suis en descente de croissant fourré. Genre vraiment j'ai des migraines parce que mon corps est en manque de sucre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce podcast continue dans un format hebdomadaire. Hihihi. Et oui, je ne m'arrêterai jamais de parler, surtout tant qu'il y aura des films passionnants à débriefer. Et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un des films les plus marquants de l'année, Sirat, d'Oliver Lacks, que j'avais découvert il y a quelques mois à Cannes et qui est enfin disponible en salle. C'est une œuvre dans laquelle la musique et le son jouent un rôle crucial, et ça m'a donné envie de parler de musique de film. Qu'est-ce qui constitue une bonne bande originale? Qui choisit la musique qu'on met dans les films? Comment ça se passe? Combien ça coûte? Pour parler de tout ça, j'ai invité Joseph Petitpain, fondateur de BMM Network, à me rejoindre en studio. Il est superviseur musical, c'est-à-dire que c'est lui qui trouve et supervise la musique que vous entendez dans plein de pubs, de films et de séries. Et j'étais très curieuse de savoir ce qu'il allait penser de Sirat, alors je l'ai emmené voir le film avec moi, et dans cet épisode, vous pourrez entendre notre débrief et aussi mon avis sur les sorties en salle du moment. J'en profite aussi pour vous annoncer qu'on lance un nouveau format dans ce podcast. Une sorte de courrier du cœur, courrier des lecteurs, bureau des plaintes, selon ce que vous voulez en faire. On n'a pas encore trouvé de nom, donc si vous avez des suggestions, je prends. Mais en gros, l'idée, c'est que vous puissiez me poser des questions, puisque souvent, vous m'en envoyez beaucoup par DM ou dans les commentaires. Et souvent, c'est des très bonnes questions, et je pense que ça pourrait être chouette que tout le monde puisse en profiter. Donc, pour pouvoir interagir avec vous, j'ai envie de pouvoir vous répondre dans le podcast. Si vous avez une question à me poser, vous pouvez m'envoyer un message vocal à l'adresse mail podcast@slate.fr. On écoutera vos messages, on les diffusera dans le podcast et évidemment, je répondrai à vos questions. Et ne vous inquiétez pas, vous trouverez l'adresse mail dans la description de cet épisode, donc pas besoin de la noter, on est là pour vous. Quand j'avais 21 ans et beaucoup moins de cheveux blancs, j'ai découvert le film Mauvais sang. Ouais, ça rime. Mauvais sang, c'est un long-métrage de Léos Carax, sorti en 1986, et c'était un des tout premiers films à aborder l'épidémie du sida de manière allégorique, puisqu'il se déroule dans un Paris affecté par un virus qui tue les gens qui font l'amour sans s'aimer. C'est un film assez sombre, mélancolique, et bon, en fait, c'est un film que je qualifierais de très français, c'est-à-dire un film dans lequel les personnages murmurent et parlent d'amour en fumant beaucoup de cigarettes. J'ai aimé cet homme. Tu peux pas savoir. Et sans doute encore plus aujourd'hui. La vie est magnifique avec lui, il me dirige si bien. Il exige de moi des choses très belles, très rigoureuses. Tu sais, il est autodidacte. Oui, il s'est fait tout seul. Le héros du film s'appelle Alex, il est joué par Denis Lavant. Il vient de perdre son père et il éprouve un amour impossible pour Anna, jouée par Juliette Binoche. Bref, il est un peu torturé, le pauvre. Et il y a une scène dont je veux vous parler qui arrive pile au milieu du récit. Dans cette scène, Alex écoute la radio en plein milieu de la nuit, en fumant une cigarette et en pensant à l'amour, naturellement. Pour Christophe qui habite le 5e, de la part de Juliette qui habite le 1er, l'amour maternel. Et soudain, dans cette scène très calme et mélancolique, un riff de guitare transperce l'atmosphère lourde et feutrée que le réalisateur avait installée depuis près d'une heure. Le morceau, c'est Modern Love de David Bowie. Et quand les premières notes retentissent, Alex, qui a l'air complètement possédé, s'élance soudainement dans les rues désertes de Paris et il se met à courir de plus en plus vite en se frappant le corps, comme si l'effort et la musique lui permettaient d'exorciser tout le poids et le malaise qu'il porte depuis le début du film. La première fois que je l'ai vu, j'ai été complètement foudroyée par cette scène. C'était un shot d'énergie, de rage, de modernité dans un film qui était jusque-là plutôt flegmatique. Et je suis pas la seule à avoir flashé dessus, puisqu'en 2012, Greta Gerwig et Noah Baumbach lui ont rendu hommage dans Frances A, un autre de mes films préférés. Cette fois-ci, c'est l'héroïne un peu paumée qui court dans les rues de New York, toujours sur Modern Love de David Bowie. Et en voyant cette scène, ça n'a fait qu'accroître encore plus mon amour pour le film d'origine. En fait, cette scène de Mauvais sang, ça a été un coup de foudre absolu, sans doute un tournant dans ma vie de jeune cinéphile. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais c'était un de ces moments où on a l'impression qu'une scène a été écrite spécifiquement pour nous, où on a l'impression qu'une scène est nous, comme si elle s'inscrivait immédiatement dans notre ADN, comme si le film était capable de capter exactement qui on est et ce qu'on ressent à ce moment-là.
Depuis, je pense très fréquemment à cette scène. Et des années plus tard, alors que Paris était paralysé par un autre virus et que je rêvais personnellement de pouvoir courir la nuit dans les rues désertes, j'ai carrément fini par me faire tatouer la scène de Mauvais Sang sur les côtes. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que la musique d'un film, ça change tout. Sans le morceau de David Bowie, cette scène n'aurait pas eu le même impact sur moi. La musique, c'est souvent ce qui va déterminer l'humeur, l'atmosphère, le ton d'un film. C'est ce qui fait qu'on va rire, pleurer ou frissonner. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu passer des vidéos qui remontent des bandes-annonces de films d'horreur avec une musique comique ou romantique. Forcément, si on met de la musique romantique sur une scène de Scream ou de la musique terrifiante sur une scène de Love Actually, le résultat n'est plus du tout le même. Hello? Hello, Sydney. So, you got a boyfriend? Why? You want to ask me out on a date? Didn't you used to date Casey? Yeah, for like 2 seconds. You never told me your name. Why do you want to know my name? I want to know who I'm talking to. It's carol singers. C'est grâce au morceau parfait qu'un cinéaste va sublimer une scène et la rendre instantanément emblématique. Comme la danse d'Uma Thurman et John Travolta sur You Never Can Tell dans Pulp Fiction de Tarantino, ou l'arrivée de De Niro sur un morceau des Rolling Stones dans Mean Streets, ou encore le training montage dans Rocky, ou la déprime absolue de Perfect Day dans Trainspotting. Quand la musique est bien choisie, on ne s'en aperçoit même pas, mais si elle est trop lourde ou trop évidente, ça peut gâcher une séquence. Parfois, sélectionner un morceau déjà connu, ça peut être très risqué. Dans After Sun, bijou absolu que vous devez voir, la réalisatrice Charlotte Wells a utilisé un autre morceau de David Bowie, décidément quel homme parfait, Under Pressure, pour illustrer la scène la plus importante du film. Et le monteur, Blair McClendon, m'avait raconté à quel point ils avaient eu peur, tous les deux, d'utiliser ce morceau, parce qu'ils s'étaient dit que ça les mettait automatiquement en compétition avec toutes les associations que tout le monde a déjà avec ce morceau de David Bowie et de Queen. Mais finalement, ça a marché, en tout cas selon moi. À l'inverse, dans Mommy, Xavier Dolan utilise le morceau Colorblind de Counting Crows, une musique qui pour moi restera toujours associée à la scène la plus importante de Sex Intention, la scène où Sébastien attend en haut de l'escalator, une révolution pour la Anaïs adolescente que je fus. Ça a sans doute marché pour plein de gens, mais personnellement, ça m'a complètement sorti du film de Xavier Dolan parce que pour moi, cette musique ne lui appartenait pas. Elle appartenait déjà à un autre film. Bref, vous l'aurez compris, trouver la bonne musique pour un film, c'est une grosse responsabilité. Et c'est généralement celle du superviseur musical. C'est la personne qui va gérer à la fois la production des compositions originales pour un film, mais aussi l'aspect créatif et juridique consistant à obtenir des morceaux déjà existants. Et il se trouve que j'ai un superviseur musical dans ma besace. Il s'appelle Joseph Petitpain, et comme il passe beaucoup de temps à réfléchir aux musiques de films, j'avais très envie d'avoir son avis sur Sirat d'Oliver Lax, en salle depuis le 10 septembre. Vamos detrás de ellos, venga. Este coche no va a pasar. Pues vamos a seguir igual. ¿Dónde es la fiesta? En el sur, cerca de Mauritania. C'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de sa fille portée disparue après avoir participé à une rave. Il va rencontrer une bande de marginaux qui sont passionnés de teuf et s'aventurer avec eux et avec son jeune fils dans le désert marocain, vers une autre rave en espérant y trouver sa fille. Quand je l'avais vu à Cannes, j'avais dit que c'était un peu un Mad Max Party Road, puisque c'est une histoire de périple dans le désert, avec une musique extrêmement viscérale. C'est un film que le réalisateur qualifie de pré-apocalyptique. Et la musique, signée Kang Ding-rae, contribue très fortement à forger l'identité du film. C'est un film très surprenant, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, même si je trouve que la presse a plutôt fait un bon boulot depuis mai pour ne rien révéler. C'est aussi pour ça que je voulais en parler avec quelqu'un, parce que toute seule, je me retrouverai très vite confrontée aux limites de ce que je peux ou ne peux pas vous dire sur ce film. Mais promis, avec Joseph, on va faire de notre mieux pour protéger votre expérience et vous parler principalement du son et de la musique de ce film. En attendant, je vous laisse écouter ce que Joseph avait à dire sur le film juste avant de le découvrir en salle à Paris. Qu'est-ce que tu sais de Sirat qu'on s'apprête à voir ? Alors je sais pas grand chose, mais je sais que tous les gens qui l'ont vu à Cannes à chaque fois étaient bouleversés à chaque fois qu'ils sortaient de la séance, et que ça se passe dans le désert au Maroc, et qui joue de la techno très fort, et que a priori ça va être cool quoi. Donc personne t'a spoilé pour l'instant ? Pas plus que les ingrédients principaux qui sont
Le désert, de la techno, des camions et une histoire de fille perdue, mais pas plus que ça, quoi. Ok. Tu t'attends à quoi ? Je m'attends à un film assez bouleversant au niveau psychologique, pour ce qui traite d'une quête du père dans le désert. Donc on m'a quand même raconté ça. Ok. Et je m'attends à être un peu bouleversé par le côté psychologique du film, quoi. J'espère que tu le seras. Je prie pour que tu sois bouleversé. Salut Joseph. Salut Anaïs. On vient de voir Sirat. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Déjà, je voulais te remercier de m'avoir emmené voir le film au Max Linder, qui est une salle où l'écran est particulièrement immense et le son complètement immersif. Donc, c'était carrément la bonne expérience pour voir ce film. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de Sirat ? C'est tout simplement, j'ai adoré. Je trouve que c'est un film magnifique qui te met un uppercut et qui te coupe les jambes. Et en même temps qui te met en méditation à certains moments, et c'est très réussi selon moi, et je le recommanderais à tous les amateurs de cinéma et en général. J'aurais bien aimé t'enregistrer pendant le film. D'habitude, on fait ça dans Ami, mais là, on peut pas trop parce qu'on est en public dans une salle de cinéma et qu'on n'a pas le droit d'enregistrer. Mais c'était très, très agréable de voir le film avec toi parce que tu avais des réactions tellement fortes. Et il y a eu plein de moments où tu étais là, wow. Ouais. T'as sursauté à plusieurs reprises. Enfin, t'étais vraiment hyper investi dans le film. Et comme moi, je l'avais déjà vu à Cannes, je savais à quoi m'attendre, mais j'étais très curieuse de voir aussi le film à travers tes yeux, en fait. À la fin du film, pendant le générique de fin, je me suis tournée vers toi. T'étais un peu en transe. Alors, c'est la première fois que ça me fait ça sur un film. En général, j'aime bien rester jusqu'à la fin des films et regarder le générique et être pris dans la musique de fin. Et là, le film était tellement puissant qu'ils ont réussi à faire une musique de fin qui t'apaise, en fait. Et j'ai gardé les yeux fermés pour me calmer et pour être encore dans la musique jusqu'au bout, parce que le morceau de fin est assez magnifique et utilise des nappes de synthé qui sont très éthérées et très reposantes. Et on passe d'une musique très, très puissante techno au début du film à une musique finalement électronique mais très douce qui t'accompagne vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière lueur de film, d'histoire. Ouais, en fait, le film te fait monter en tension, genre vraiment de manière très puissante. Mm-hmm. Et du coup, le générique, tu l'as utilisé pour redescendre, quoi. Ouais. Non, je trouvais que c'était un générique magnifique. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi et c'est assez unique. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas. Est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as dit hier ? Tu as fait une analogie, en fait, en me disant ce que le film t'avait fait ressentir. Tu m'as dit que c'était comme quand tu as perdu quelqu'un et que tu vas écouter de la musique juste après ça. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est un film qui est très, très, je trouve, introspectif et qui te met en face de la sensation, de la réflexion autour de la mort. Et c'est vrai que ça rappelle des sentiments similaires. Et des sentiments de deuil, tu veux dire, ou de... Oui, des sentiments de très forte mélancolie, de tristesse, mais oui, de deuil, oui. Et le fait d'écouter la musique, quand j'écoute certaines musiques dans cet état-là, la puissance de la musique est émotionnelle et décuplée et extrêmement forte. Ça m'a fait penser au concert auquel je suis allé après les attentats du Bataclan. Ça m'a fait penser à d'autres choses plus personnelles au niveau de ma famille et tout. Et c'est extrêmement fort, quoi. Ouais, juste le fait d'écouter de la musique... d'une musique qui va transcender des émotions que tu as pu avoir juste avant, quoi. Ouais. Mais ça marche aussi pour des sensations plus joyeuses, comme, je sais pas, l'amour ou n'importe quel partage plus gai que tu as avec un ami ou une relation intime, quoi. Du coup, tu dirais que c'est un film qui a une utilisation vraiment émotionnelle de la musique ? Oui. Peut-être un peu abstrait comme question. Mais... Justement, j'ai envie de te dire, ça crée une émotion, mais la musique, elle n'est pas émotionnelle en tant que telle. Ça va te créer des émotions très fortes. En fait, il y a des passages qui marchent extrêmement bien parce que c'est clippé, en fait, et c'est voulu aussi pour être très contemplatif. Tu vas te retrouver en face de paysages
immenses comme ça, ou en face de textures, de montagnes. Et en fait, là-dessus, tu as les textures sonores qui s'appliquent donc ça t'as un tout, et donc c'est très contemplatif et ça marche très bien comme ça. Et l'émotion, elle est créée comme ça. Et je dirais pas que la musique, harmoniquement, de base, elle me crée une émotion. C'est plus un... Oui, parce que c'est de la musique électro très froide en plus. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très épuré mélodiquement. Oui, c'est ça. T'as pas des lignes mélodiques très complexes. C'est plus de la musique répétitive, de la trance et puis de la musique progressive aussi, où ça commence avec un petit son. T'as une nappe de synthé qui se met. Là, sur cette nappe de synthé, t'as une lumière qui s'applique sur la scène. Sans vouloir trop décrire, faut laisser la surprise. Mais t'as les scènes de voitures, enfin de camions dans le désert, où la musique crée une urgence ou une intensité extrêmement galvanisante et c'est trop cool, quoi. C'est juste, tu vois ça, t'es là, tu fais yes. Tu regardes le film, t'as envie d'être dans le camion, t'as envie d'être dans la vie de ces personnages qui se font des blagues avec leur camion. Qui se passent un joint d'une fenêtre à l'autre. Ouais, voilà. Il y a vraiment il y a un peu une résonance avec Mad Max et Mad Max Fury Road, tu vois, dans le côté film de désert et un film très simple, en fait, sur le plan du scénario. Enfin, en tout cas, en apparence simple, c'est-à-dire que c'est des personnages qui veulent aller d'un point A à un point B en camion, dans le désert, dans des conditions assez extrêmes. Et tout ça enveloppé dans une musique, effectivement, qui va un peu faire monter ton BPM, quoi. Ton adrénaline, ouais. Pourquoi est-ce que tu penses que la musique électro, spécifiquement, fonctionne bien dans ce film ? T'as le thème de la rave en pleine nature qui pose un contexte où la musique électro est complètement naturelle dans le film. Donc déjà, ça fonctionne. Là, t'es direct dans une rave, le contexte est posé, et après, en fait, tout ce fil conducteur est tiré, c'est la rave et l'élément naturel qui se mélange. Et donc, t'es imprégné de cet univers et tu restes dedans, quoi. Et c'est vrai que la seule musique qui sort de cette esthétique électro-techno, c'est une musique avec un muezzin, je crois, ou avec un chant un peu religieux sur une séquence où on voit il regarde la télé, en fait, c'est ça, il voit la Mecque à la télé et ensuite la musique est utilisée pour la séquence d'après. Et ça fonctionne très bien aussi. Puis pour tout le reste, c'est que de la musique qui est un peu viscérale ou qui s'applique sur des paysages immenses. Et c'est un des gros fils conducteurs du film. Ouais, et en fait, il y a un contraste entre cette musique qui a été créée dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce désert et ces décors naturels. Enfin, la musique électronique, par essence, on l'associe beaucoup plus à Berlin ou à des hangars, en fait. Ouais, à n'importe quelle boîte de nuit, ou enfin voilà quoi. Et oui, c'est vrai que tu as un contraste très fort, mais qui fonctionne via le contexte, mais tu as un contraste très fort avec cette musique électronique, donc en effet, qui est faite par un compositeur qui habite à Berlin, compositeur français, Kang Dingray, qui est très imprégné de ce qu'on peut écouter chez des artistes comme DJ Koze. Ça m'a rappelé des BO de Nils Fram, le son du synthétiseur Juno, ces choses-là. Et c'est Nils Fram, il vient de Berlin, DJ Koze aussi. Enfin bon, c'est cette esthétique-là qui crée un contraste fort, mais qui est très cinématique et qui s'applique parfaitement, quoi. Ouais, oui, parce que là, on a cette musique-là, mais qui est transposée dans des montagnes rocheuses. Enfin, un endroit où t'imagines pas avoir une musique aussi technologique, en fait. C'est vrai. Mais la musique est à la fois technologique et très organique, parce que c'est fait avec des sons, si t'écoutes un petit peu le compositeur, c'est fait avec des sons qui sont des sons concrets. T'entends certains beats de Kang Dingray, c'est fait avec du gravier ou avec de la pierre, probablement, qui tape. Et donc, en fait, ça fait sens, tu vois. Enfin, du coup, il y a une vraie logique. Ouais, ça reste une musique très vivante, qui est pas chirurgicale au sens froid du terme. Et pour moi, c'est une vraie création musicale. Ça peut être une musique charnelle, la musique électronique, ou ça peut être une musique très concrète et très, très texturée. Ouais. Et ça passe pas que par des sons d'ordinateur synthétisés, quoi. Ouais, je pense que là, le film met vraiment ça en avant. C'est-à-dire que même le propos entier du film et les scènes dans lesquelles cette musique-là est utilisée sont des scènes extrêmement organiques et très, très vivantes, avec des personnages qui sont en transe, qui utilisent vraiment la musique pour se transcender. Et d'ailleurs, le parallèle avec l'autre musique
religieuse dont tu parlais tout à l'heure, il fait totalement sens aussi parce que ça montre à quel point la musique, ça peut être quelque chose de spirituel, quoi. Y compris la musique utilisée dans les raves. Et pour ces personnages-là, qui sont globalement tous les personnages du film très marginaux, qui sont tatoués de la tête aux pieds, qui sont roots, qui sont pour certains amputés. Enfin, c'est vraiment des personnages qu'on va pas croiser dans beaucoup de films, en fait. Et là, pour eux, la musique, on comprend aussi que c'est une raison de vivre. Enfin, et d'ailleurs, s'ils vont faire ce périple, la plupart d'entre eux, c'est juste pour aller d'une rave à une autre, quoi. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont le film rend hommage à tous ces personnages hyper marginaux. Enfin, on en a déjà parlé un petit peu hier en sortant du film, mais je trouve que c'est hyper beau de voir des personnages comme ça, qu'on voit rarement au cinéma, je trouve, en tout cas en position de personnages principaux, qui sont très humanisés, alors qu'ils ont une apparence de freaks. Et ça m'a beaucoup émue. Enfin, en fait, c'est vraiment un film qui est à la marge, quoi. C'est-à-dire que même géographiquement, on est un peu à la marge de tout. Et ces personnages-là, ils sont totalement décalés par rapport à des héros de cinéma, tu vois, dans un cadre peut-être plus urbain, plus normal, quoi. Ça m'a rappelé, parce que je suis régisseur parfois pour un artiste qui s'appelle Guillaume Poncelet. Il y a un traitement très fin du son et on dépend beaucoup des enceintes, du calage, du système son. Et ça m'a rappelé ça tout de suite au début quand tu vois le mur d'enceinte et tu fais « Ok, là-dedans doit y avoir des caleurs son qui doivent te faire une acoustique de dingue avec la réverb de la montagne derrière, avec toutes les grandes étendues et tout. » Ça donne envie d'aller faire une rave et d'aller raver devant un énorme mur d'enceinte avec des caleurs son aguerris. Et, c'est vrai que la séquence d'ouverture, c'est la mise en place de toutes ces enceintes qui sont empilées les unes sur les autres. Mm-hmm. Et il y a quelque chose, là, encore une fois, d'un petit peu religieux. Enfin, c'est vraiment une préparation méthodique de la communion, en fait, qui va avoir lieu juste après. Ouais, tu l'as très bien dit. Enfin, ça a beau être des personnages marginaux, roots, tout ce que tu veux. On sent qu'il y a un savoir-faire énorme dans ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et après, il y a une scène nocturne où il y a même des projections laser au milieu de la montagne. Enfin, c'est vrai que moi, je suis pas trop rave à la base, mais ça m'a un peu donné envie d'aller me perdre au fin fond du désert marocain pour faire des raves, quoi. Ça avait l'air d'être assez stylé comme soirée. Et d'ailleurs, sans vouloir trop spoiler et trop en dire sur le film, je pense que ça fonctionne très bien avec cette musique-là et le parallèle avec les raves aussi parce que c'est un film qui veut casser tes barrières et qui veut justement te pousser dans tes retranchements physiques. Et c'est ce qui s'est produit pour toi aussi devant le film où ça t'a mené à une sorte d'introspection et quelque chose de très intense émotionnellement. Exactement, c'est intense. Et c'est vrai que le film cherche à faire ça par son scénario, par sa mise en scène et la musique, elle va accompagner ça aussi. Et donc, c'est vrai que de la même manière que tu peux te perdre totalement en dansant sur une musique où tu sais plus où t'es juste en train de danser et ton corps prend le dessus, c'est un peu ce qui se passe aussi devant le film où plus le récit progresse, plus tu dois abandonner en fait qui t'étais au départ pour juste te laisser porter par ce que t'es en train de regarder, quoi. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, mais est-ce que c'est un film qui t'a surpris ? Complètement, quoi. Tu t'attendais pas à voir ça, en fait ? Non. Et ouais, je suis d'accord sur le côté intense qui te prend au corps. Et c'est vrai que moi, la dernière scène de danse du film, j'avais ultra envie de me lever, quoi. Ouais. T'as envie de te lever avec les gars, en fait, et de danser. C'est fou, quoi. Et je me suis dit qu'il faudrait organiser des projos parce qu'on sait qu'il peut y avoir des projections un peu spéciales. Bon, c'est le cas pour le Rocky Horror Picture Show, mais c'est aussi le cas dans plein de projections organisées au Alamo Drafthouse. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce cinéma. Mais... C'est le meilleur cinéma du monde, non ? Exactement. Merci, il y en a un qui suit. Bravo, Joseph. Pour moi, il faudrait organiser des projos spéciales de Sirat où les gens peuvent danser, en fait. Même si ça peut pas toujours se prêter forcément aux propos du film, mais c'est vrai qu'il y a des scènes où tu te sens limite con d'être immobile, en fait. Je veux pas spoiler, mais si on fait ça, il y a des gens, ils vont tomber dans les pommes, quoi. C'est possible. C'est vrai qu'il y a certains moments où je t'ai vu te renfoncer un peu dans ton siège en mode « Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et c'est l'expérience que moi, j'ai aussi eue la première fois que j'ai vu le film où je me suis tournée vers ma pote et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ?» Mais c'est vrai qu'il y a d'autres moments où tu as envie d'être debout et tu as envie de te laisser envahir par la musique comme les personnages. Limite, tu es un peu frustré de ne pas pouvoir plus rentrer dans la scène parce que la musique fonctionne très bien comme ça, quoi. Il faut dire qu'ils ont tourné des scènes avec la musique qui joue en fond, avec le compositeur qui jouait la musique en fond. C'est vrai ? Ouais. Ah, je savais pas ça. Donc Kang Dingray, c'est un musicien déjà établi, mais il a composé la musique spécialement pour ce film, il me semble. Ils n'ont pas repris des morceaux. Ils ont repris quelques morceaux
J'ai l'impression que c'est un mix. Ouais. Parce que j'ai cherché la musique, je voulais absolument m'écouter le morceau de fin et je ne l'ai pas trouvé en recherchant rapidement. Là. Ouais. Celui du début, par contre, il existe. C'est un morceau préexistant. Ouais. Et celui de l'avant-dernière scène aussi. Très bien. On vous mettra ça dans une petite playlist pour que vous puissiez écouter ça après avoir écouté le podcast. C'est sur l'album Solence Arc et l'album est génial dans son ensemble. Il y a un superviseur musical qui est crédité au générique de fin, mais tu m'as dit que ce film-là était un cas un peu particulier en ce qui concerne la supervision musicale. Alors, je ne me suis pas extrêmement renseigné sur le rôle du superviseur musical dans ce film, mais ce que je sais, c'est que le superviseur musical, c'est le producteur du film. Et je pense que le producteur du film a joué le rôle de superviseur musical, et je pense qu'ils l'ont mis parce que la musique ayant une importance particulière dans le film, il fallait le mettre. Donc, superviseur musical, c'est un métier à géométrie variable. Et en l'occurrence, là, c'est le producteur qui l'a fait. Donc, je pense qu'il s'est occupé de tout l'aspect juridique. Mais je pense qu'il a forcément dû donner son avis au réalisateur, puisque c'est par définition une personne très proche du réalisateur. Et sur l'aspect créatif aussi. Et aussi au compositeur, puisque le producteur donne toujours son avis sur la musique. Alors toi, tu es superviseur musical. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste, ce métier de l'ombre ? Le métier de superviseur musical, ça consiste à accompagner la production d'une bande-son, d'un score et d'une bande-son avec les musiques additionnelles dans un film, que ce soit un long-métrage, un court-métrage, que ce soit une publicité ou une série aussi. Ou une série, tout à fait. Ou même un jeu vidéo. En fait, tout objet audiovisuel. Et donc, quand tu accompagnes la production de cette bande-son, il y a plusieurs métiers, plusieurs parties dans cette production. Il y a une partie créative où tu vas chercher la bonne musique, le bon titre, le bon compositeur. Il y a une partie fabrication où tu vas créer la musique, organiser des séances de studio, voir quels sont les moyens les plus appropriés. Tu as une grosse partie budgétisation financière, production au sens budgétisation et financière du terme. C'est-à-dire que tu as un certain budget donné par la production du film et il faut que tu arrives à créer la meilleure musique dans ce budget et à apporter les meilleurs titres additionnels. Tu as un aspect juridique puisque la musique dans un film, ça se traduit aussi en background par des contrats, une licence que l'artiste, le label ou l'éditeur fait au producteur du film pour utiliser cette musique. Et les termes sont multiples et variés. C'est pour ça qu'on entend souvent des covers dans les pubs, notamment, de très grands morceaux, parce que ça coûterait trop cher d'avoir le morceau original. Genre d'avoir un Led Zepp original ou, un Rolling Stones original coûterait plus cher aujourd'hui dans une pub que si on prend la cover qui est libre de droit ou dont les droits coûtent moins cher, quoi. La musique libre de droit, je t'arrête tout de suite, ça n'existe pas. En tout cas, pas en France. Oui, et puis tu as un aspect créatif où tu revisites les classiques, pour le meilleur ou pour le pire. Et en effet, ça coûte moins cher, puisque c'est vrai qu'en général, ça coûte moins cher de payer un compositeur qui va faire une reprise que de payer les droits à l'artiste. Par contre, tu payes quand même des droits. Est-ce que ça t'arrive de regarder un film et d'entendre certains placements de morceaux et de te dire « Putain, ils devaient avoir un énorme budget parce que je sais pas comment ils ont réussi à choper les droits de ce son, quoi ». Ouais, ça m'arrive tous les jours. Quand tu regardes les grosses séries américaines, tu baves, quoi. Tu baves parce qu'ils ont des budgets de 1 million, 1,5 million, 2 millions, j'en sais rien en fait, mais c'est des budgets énormes dans lesquels ils mettent tes titres préférés, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, mais où ils te mettent des titres de tes artistes préférés, quoi. Tu regardes des séries comme Euphoria, Atlanta où tu as du Nina Simone, du Funkadelic, du Migos, du Beach House, et ouais, tu te dis le budget de dingue, quoi. Oui, alors que si tu bosses pour une petite production ou un premier long métrage, par exemple, tu vas devoir être beaucoup plus créatif parce que tu vas pas avoir forcément accès à tous les morceaux de tes rêves pour illustrer le film, quoi. Exactement, et ça fait partie des choses intéressantes dans le métier où tu prends un scénario, la réalisatrice a mis qu'elle voulait tel tube de Madonna. Et tu te dis, mais en fait, cette synchro-là, elle va te bouffer tout ton budget musique de tout ton film. Donc, si le scénario est basé sur cette musique spécifiquement, tu vas déjà dire, OK, on se dépêche, on essaie de sécuriser la musique. Et si tu vois que tu n'arrives pas à la sécuriser, eh ben, il faut la changer, mais rapidement.
avant ou après le tournage. Enfin, ça dépend de la situation. Ouais. Mais parfois, tu interviens très en amont. Ouais, d'ailleurs, il y avait une petite anecdote avec le premier long métrage de Ryan Gosling, Lost River, enfin son premier et unique long métrage. Quand il l'a présenté à Cannes, il y avait plein de musiques qui ont dû être strikées après parce qu'en fait, il n'avait pas les droits et il n'était pas au courant. Comme c'était son premier film, il s'était pas forcément renseigné sur tout l'aspect juridique et il a dû changer toutes les musiques a posteriori. Et donc moi, je l'ai vu après Cannes, le film, donc je sais pas quels étaient les morceaux qu'il avait mis à la base, mais clairement, il n'a pas eu le droit de les utiliser en fait. Donc c'était assez marrant de l'entendre raconter ça, mais je pense qu'il a dû avoir un peu les boules quand il s'est rendu compte qu'il pouvait pas utiliser tous les morceaux qu'il voulait dans son film. Mais c'est vrai que les festivals comme Cannes, c'est la course pour les producteurs, puisque la plupart des producteurs consciencieux veulent que tout soit clean pour Cannes, et c'est quand même important. Et donc, ouais, il y a toujours une course pour clearer les titres dans des temps réduits, parce que ça peut prendre du temps. Ça peut être long de retrouver la piste des ayants droit. T'as toujours un jeu de pistes. On a dû clearer des morceaux polonais où les droits sont encore à ce jour pas régularisés clairement entre les labels et les artistes, quoi. Donc ça te crée des sacs de nœuds assez compliqués. Il faut prendre des décisions, parfois des risques. Oui, tu parles de Que ma volonté soit faite de Julia Kowalski. Oui, entre autres. J'en parle parce que c'est un film duquel j'ai parlé dans le podcast et j'avais interviewé Julia Kowalski à Cannes quand elle avait présenté son film. Et donc toi, tu as placé un morceau sur ce film-là, c'est ça? Oui, j'ai pas placé un morceau, j'ai aidé la productrice à clearer le titre. Donc clearer le titre, ça veut dire aller chercher les droits et obtenir les autorisations de toutes les parties prenantes. C'est quoi le plus gros défi d'un superviseur musical ? Le plus gros défi que j'ai rencontré, c'est toujours de satisfaire le réalisateur pleinement dans ses directions artistiques et de trouver le moment où il te dit « Bon, là, j'ai une idée, mais j'ai pas le titre, en fait. » Et là, il va falloir que tu trouves le titre. Ça, c'est toujours des recherches assez intenses, beaucoup d'écoute de musique et les réalisateurs ont des idées très, très fines sur ce qu'ils veulent. Et donc, faut trouver le titre, quoi. Le titre dans la multitude de musiques qui existent. Et ça, c'est le plus gros défi que j'ai rencontré, quoi. Dans un cas de figure comme ça, t'arrives avec juste une proposition après avoir fait énormément de tri de ton côté, ou t'arrives avec genre 5 morceaux et tu lui proposes de choisir. Enfin, ça se passe comment concrètement ? On arrive avec une playlist de morceaux Okay. qui, en effet, peut être en général de 5 à 10 morceaux, voire 20 même. Ah ouais. Ça dépend des réalisateurs, ça dépend du brief. Et parfois, on arrive avec 3 morceaux parce que la pêche est pas bonne, quoi. Et après, c'est le réalisateur qui écoute cette playlist, qui nous fait des feedbacks. On peut faire 1, 2, 3, 4 rounds, 5 rounds, des fois, de recherche, voire plus. Même des fois, ça prend beaucoup de temps, en fait. Et parfois, le brief change. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, ça peut marcher avec, disons, du rock. Et puis, en fait, c'est pas du rock qu'il faut, c'est du classique. Mais ça, on s'en rend compte après. Et le superviseur musical peut arriver à n'importe quelle étape de la production. C'est-à-dire que tu peux arriver très bien avec juste un scénario, mais tu peux aussi arriver en post-prod où on te dit, bah là, il faut me trouver la musique, mais tout est déjà calé, tout a déjà été tourné, etc. C'est ça. Tu peux être impliqué sur le film vraiment dès la genèse, comme tu peux être impliqué en mode pompier, fin de film, il faut remplacer tel morceau parce qu'on n'a pas sécurisé les droits. Ouais, pour Ryan Gosling, par exemple. Ouais, je pense qu'il y a eu un bon challenge pour Ryan Gosling. C'est hyper variable et c'est vrai que plus tu as de projets, plus tu avances dans le métier et plus on a tendance à t'appeler au début des projets. Et c'est ça qui est quand même c'est la partie la plus intéressante du métier, quoi, quand tu fais partie du voyage, quoi. Comment est-ce que tu définirais une bonne musique de film, une bonne bande-son ? J'adore les soundtracks qui me font découvrir de la musique. Typiquement, c'est le cas pour des séries comme Atlanta, par exemple, ou Euphoria, dont je te parlais. Par exemple, il va jouer un morceau de Nina Simone, mais c'est pas le morceau connu. Et tu sors ton chalet et tu fais, c'est trop bien et tout. Maintenant, il y a beaucoup de gens en festival de cinéma qui shazament sur leur montre pendant les films. Ah ouais. Parce qu'en plus, souvent en festival de cinéma, on n'a pas toujours les crédits de fin. Et souvent, c'est au crédit de fin que tu vas avoir la musique qui a été utilisée, mais parfois les films, ils sont pas entièrement finis quand ils sont présentés en festival. Et donc, c'est aussi parfois un jeu de piste pour les journalistes. En tout cas, enfin, moi et mes potes, je sais qu'on fait beaucoup ça. On essaye toujours de choper la musique des films. Et parfois, c'est vraiment compliqué de retrouver le morceau en question si tu le connais pas déjà. Donc, c'est vrai que ça peut être marrant de trouver un morceau que t'as pas, que tu connaissais pas auparavant, quoi. T'as ça, et puis non, tout simplement une bande-son qui ne te sort pas du film, même si je me suis déjà retrouvé dans des films où ça te sort un peu du film,
Et pourquoi pas, en fait? Ouais. Ça te fait un peu respirer. Ouais, bah moi, c'est clairement l'exemple que j'avais pris avec Modern Love de Bowie dans Mauvais Sang. C'est une rupture totale dans le film. Donc, t'es plus vraiment immergé au moment où ça se produit. Ça te sort du film, tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais ça a un effet très positif parce que je me suis dit, ouais, c'est un film qui est en train de prendre un risque. Parce qu'il fait une rupture de ton tellement énorme avec tout ce que je viens de voir depuis 1 heure que c'est très, très frais. Et donc, ça m'a plu. Mais c'est vrai que dans la plupart des films, je vais aimer une musique dont je remarque pas toujours la présence. Et notamment dans Sirat, ce qui est fou, c'est que la première fois que je l'ai vu, on m'avait parlé de la musique. Et quand je l'ai vu, je suis sortie de la salle et je me suis dit, mais il n'y a pas tant de musique que ça, en fait, je crois. Parce que j'étais tellement immergée dans le récit que j'ai pas réalisé que la musique était aussi présente. Et c'est vraiment au deuxième visionnage avec toi que j'ai pu prêter attention à tous les morceaux qu'il y avait. Mais je trouve que la musique, elle s'insère tellement bien dans le récit et dans l'émotion des personnages que tu la remarques même plus. Enfin, elle est juste là pour te faire vibrer, mais tu vois. Et pour moi, une mauvaise musique de film, c'est vraiment quand t'es en train de vivre le récit et que là, la musique te sort un peu du truc où tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ou t'as l'impression que la musique veut trop appuyer une émotion. Ça, moi, perso, ça peut me gâcher un film, quoi. J'ai une question très compliquée à te poser. C'est quoi le plus gros needle drop de l'histoire du cinéma? Donc, needle drop, en gros, le morceau qui est lâché dans un film, un morceau préexistant, pas un morceau qui a été forcément composé pour le film, mais où tu te dis, ah ouais, là, c'est vraiment très balèze, quoi. Et c'est très bien trouvé. I'm Shipping Up to Boston de Dropkick Murphys dans Les Infiltrés. Ouais. Là, c'est tellement bien qu'après, c'est devenu un hymne à l'époque où on était au lycée avec mes potes, quoi. Scorsese est un peu le roi des needle drop. Ouais. Je pense qu'il a bénéficié du fait de faire des films dans les années 70, parce qu'il a énormément de chansons des Stones, par exemple, dans ses films, et c'était peut-être plus facile de choper les droits à l'époque que ça ne le serait maintenant. En tout cas, pour lui, je pense que ça l'est toujours, mais voilà, aujourd'hui, ça a peut-être coûté beaucoup plus cher d'avoir Satisfaction dans un film que ça ne l'était pour lui à l'époque. Je pense qu'ils sont potes, donc à ce niveau-là... Ouais. Est-ce que tu as en tête Forrest Gump? Parce qu'on en a parlé dans le podcast Ami récemment, et pour moi, là, c'était l'illustration inverse d'une très mauvaise bande-son. C'est que des tubes, vraiment pour le coup, des très bons morceaux, mais ça fait tellement de jukebox, et c'est un peu voulu comme ça dans le film, mais que moi, ça me sortait constamment du film. Comme ça veut te montrer une histoire des États-Unis à travers le film et aussi à travers la musique, ça te sort que tube sur tube sur tube, et t'as l'impression d'être devant un catalogue Apple. Et que c'est pas du tout intrinsèque au film que t'es en train de regarder, quoi. Je comprends ce que tu ressens. Mais moi, je l'ai vu, j'étais plus jeune et ça a marché pour toi, quoi. Les musiques sont tellement bien que ça te fait aussi ta culture musicale, et c'est aussi un peu fait pour ça. Des fois, les films, c'est ça que j'aime bien dans ce que tu peux découvrir dans un soundtrack de film, c'est ça te fait ta culture musicale, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que j'aime pas, c'est les scènes dans les films français où t'as des scènes où d'un coup tout le monde danse et te mettent un son connu. Et je trouve que c'est cringe, quoi. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est genre, vous auriez pas pu trouver un truc mieux, quoi. Enfin, juste pas. En fait, moi, j'aime pas quand c'est des morceaux qui paraissent un peu évidents. Ouais, c'est ça. Et exactement. C'est ce que tu disais avec le Nina Simone, qui va pas forcément être le Nina Simone le plus connu. Enfin, en fait, c'est aussi appréciable de voir qu'il y a eu un effort d'aller au-delà du top 50. Et de trouver un morceau qui fait sens pour la scène que tu es en train de regarder et qui n'est pas non plus le truc le plus connu de cet artiste. Tu vois que là, en l'occurrence, c'est Donald Glover, Childish Gambino qui a fait la série. Ah, bah, tu vois que le mec, il connaît les albums de fond en comble jusqu'au 15e track. Et donc, il dit, en fait, moi, c'est ce morceau que j'adore dans l'album et ça va marcher et c'est encore plus puissant, quoi. Ouais, c'est ça. Quand t'as des petites deep cuts dans les films, moi, j'adore ça, quoi. Bah, quand le réal met ses musiques préférées et que c'est pas dans le top 50, c'est cool, quoi. J'ai voulu répondre à ma propre question, donc j'ai cherché aussi un peu mes needle drop préférés. Dans une série, dans The Americans, l'utilisation de With or Without You de U2, que je n'arrive pas à prononcer. Mais c'est vraiment incroyable parce que j'aimais pas du tout ce morceau jusqu'au moment où j'ai vu la séquence dans laquelle c'est utilisé dans The Americans, et maintenant je peux plus écouter ce morceau sans pleurer. Ça a complètement changé ma perception du morceau et ça, je trouve que c'est très très fort aussi. C'est ça la beauté du métier de superviseur musical, je trouve, c'est que quand tu proposes une musique que t'aimes dans tes tripes, que fondamentalement tu trouves bien et que tu la proposes, et ben en général, le réalisateur en face te répond de manière positive. Ça marche, en fait. Et c'est ça qui est cool. Je pense dans les plus gros needle drop, enfin, je sais pas si on peut qualifier ça de needle drop, mais la musique d'ouverture de 2001 Odyssée de l'espace, l'identité du film est indissociable
de la musique d'ouverture et qui a été ensuite réutilisé récemment dans Barbie par exemple, mais c'est devenu synonyme du film en fait, ce morceau, un peu comme Eye of the Tiger pour Rocky, enfin, c'est devenu un raccourci pour parler de Rocky. Mais moi je pensais aussi dans des exemples récents à Night Call de Kavinsky dans Drive. Bien sûr. Tout de suite, tu comprends le film que tu t'apprêtes à regarder. Et d'ailleurs, ils en parlent dans un excellent podcast qui s'appelle L'Histoire secrète de la French Touch, que je vous encourage à écouter. C'était un peu un accident qui se retrouve avec cette musique dans le film, mais maintenant tu peux pas... Enfin, Drive aurait été un bon film, je pense, dans tous les cas, mais Drive, c'est aussi Night Call. Enfin, en fait, tu peux pas dissocier le film de ce morceau. Et c'est devenu un morceau complètement culte. Et Kavinsky, je pense, a aussi explosé pour un tout autre public grâce à ce placement de morceau. Et après, je pensais à Rhythm of the Night dans Beau Travail de Claire Denis, qui est juste tellement absurde par rapport au film que tu es en train de regarder, et ça marche tellement bien. Enfin, vraiment, si vous avez l'occasion de voir ou revoir Beau Travail de Claire Denis, la musique du film est exceptionnelle. Et comme j'ai dit du mal de lui plus tôt dans cet épisode, Xavier Dolan, je pense qu'il est quand même assez connu pour la musique qu'il va utiliser dans ses films, et je pense qu'il a globalement très bon goût. Et je dirais que Laurence Anyways, c'est une des meilleures bandes-son que j'ai jamais écoutées. Enfin, moi, ça a beaucoup joué sur mon appréciation du film. Il y a un morceau de Moderate qui est utilisé à un moment qui sublime la scène. Donc voilà, je voulais quand même, parce que j'ai dit du mal de Mommy, mais je voulais quand même dire que Xavier Dolan fait plutôt du bon boulot et la supervision musicale de ses films est assez remarquable. Il y a aussi un morceau, pour le coup, qui a été une composition originale, il me semble. Quand j'ai vu Annette de Léos Carax, et le morceau d'ouverture, c'est So May We Start, donc un morceau qui évidemment fait référence au fait que c'est le début du film, mais c'était aussi le premier film que je voyais à Cannes 2021, après l'annulation de Cannes en 2020 avec le Covid, et j'ai fondu en larmes immédiatement tellement j'étais heureuse de relancer en fait la vie, et la vie cinématographique et la vie du festival avec So May We Start des Sparks. Donc vraiment, merci à eux pour cet incroyable morceau. J'étais très contente. C'est vrai que c'est une scène exceptionnelle, et moi aussi, ça m'a fortement marqué. De toute façon, les films de Léos Carax aussi, je dirais que la musique est très, très, très importante dans ces films. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce réalisateur aussi. C'est que je pense honnêtement que tous mes films préférés viennent de réalisateurs qui ont un sens particulier aussi pour la musique. Enfin, en tout cas, les bandes-son sont extrêmement importantes, parce que c'est pas le cas dans tous les films aussi. Il y a des films pour lesquels la musique va être soit absente, soit vraiment une petite illustration. Mais il y a des films pour lesquels c'est beaucoup plus important. Et que ce soit Scorsese ou Paul Thomas Anderson, ou tous les réalisateurs dont on a parlé là, je pense que c'est clairement des cinéastes qui ont une perception musicale très puissante. Et puis je dirais même que toi, en tant que critique de film, tu as une perception musicale très puissante, et tu m'as fait découvrir plein de musiques, je tiens à le rappeler. Genre, tu m'as fait découvrir Blonde Shell, on a eu des super discussions sur des concerts. Tu m'as reparlé de Queens of the Stone Age, John Moss récemment. En tout cas, tu t'y connais autant en cinéma qu'en musique, quoi. Et c'est ça qui fait ta force. Je précise que je ne t'ai pas payé pour que tu viennes me lancer des fleurs. Non. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette magnifique glorification de moi-même. Merci Joseph d'être venu parler de supervision musicale. Avec plaisir, merci beaucoup, c'était très cool. Et j'espère que j'ai pas trop ennuyé les auditeurs. Mais non, c'était passionnant. Et merci. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this place. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Bon, on parle beaucoup, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a à voir au cinéma en ce moment? En salle, cette semaine, vous pouvez enfin voir Sirat, et je vous y encourage vraiment, je pense que vous l'aurez compris. Mais il y a aussi plein d'autres excellents films qui viennent de sortir et dont je vous avais déjà parlé à l'occasion du Festival de Cannes, comme quoi il y a des films pas mal à ce festival quand même. Le premier, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. I can't work with him. My father is a very difficult person. C'est une histoire de famille entre un père, réalisateur, et ses 2 filles qui font le point sur la relation un peu compliquée qu'ils ont depuis longtemps. C'est un film bouleversant et pour moi, c'est tout simplement le meilleur film de l'année. Courez-y, je vous en supplie. En salle cette semaine, il y a aussi Renoir de Chie Hayakawa qui était également à Cannes en compétition. C'est un film japonais sur une petite fille qui est en train de perdre son père, qui est atteint d'un cancer, et sur la manière dont son rapport au monde est en train de changer. Do you have any plans for your summer break? I have no plan.
into my eyes. What do you see? あなたは催眠状態に入りました。ねえちょっと。J'avais été très touchée par la manière dont le film explorait le rapport au deuil, à la violence et à la fin de l'innocence. Je veux pas vous en dire plus parce qu'il vaut mieux le découvrir par vous-même, mais si vous vous en rappelez, un des trucs qui m'avait le plus marqué, c'est la direction artistique du film, c'est-à-dire ses décors, ses meubles et ses costumes. Bref, son identité visuelle que j'avais trouvée tout simplement époustouflante. C'est une histoire assez dure, mais qui génère un vrai ravissement sensoriel. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'avais envie de vivre dans ce film, tellement il était beau, tellement chaque cadre avait été pensé à la perfection. Et donc, je vous conseille, comme Sirat, d'aller découvrir Renoir sur grand écran et vous laisser porter par la beauté des images et du récit. Au cas où ce podcast manquerait un peu de lol, une recommandation qui vous fera rigoler, je l'espère. En salle, il y a aussi la comédie La Guerre des Roses de Jay Roach. C'est le réalisateur de Austin Powers ou Mon beau-père et moi, pour vous donner une idée. Et c'est un remake d'un film qui était sorti à la fin des années 80. Tout le monde pense qu'on se déteste. Parfois, c'est vrai que je te déteste. Oh, c'est une haine sporadique. Je l'ai fait mariner dans l'estragon, ça ajoute une pointe d'amertume. Ivy adore laisser une part d'elle-même dans tout ce qu'elle accomplit. C'est marrant ces petites moqueries entre vous. Parfois, Ivy me fait la tête sans que je m'en rende compte. Parfois, il met sa queue dans mon vagin sans que je m'en rende compte. Tout est fini. C'est moi qui dis que c'est fini. Je veux juste la maison. C'est moi qui l'ai construite. T'auras pas la maison. C'est une comédie avec Olivia Colman et Benedict Cumberbatch. Et elle a été écrite par Tony McNamara, qui est le scénariste de La Favorite et Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, mais aussi de la série The Great. Et je pense que ce film, c'est vraiment la preuve qu'un bon scénariste doit quand même être accompagné d'un bon réalisateur, parce que ses collaborations avec Lanthimos, pour moi, c'est la perfection absolue. La Favorite et Pauvre créature sont deux de mes films préférés de Lanthimos. Mais quand ces scénarios sont filmés par quelqu'un d'autre, je trouve que ça marche beaucoup moins bien. Dans La Guerre des Roses, il y a de bonnes répliques et il y a de très bonnes interprétations des deux comédiens qui s'éclatent clairement, mais le dernier tiers du film est tellement poussif que ça m'a complètement perdue. C'est un petit peu dommage parce que jusque-là, j'adhérais plutôt. Et enfin, un dernier vrai coup de cœur, toujours en salle, c'est L'épreuve du feu d'Aurélien Père. C'est son premier long métrage et c'est vraiment impressionnant de maîtrise. C'est l'histoire d'un jeune couple qui passe ses premières vacances ensemble. Hugo, un garçon qui a récemment perdu beaucoup de poids après avoir été harcelé au lycée et on sent qu'il est encore en train d'apprivoiser sa nouvelle identité et qu'il a peut-être quelque chose à prouver. Et Queen, qui est une jeune esthéticienne qui est méprisée par tout le monde et qui va peut-être être aussi méprisée par le public dans les premières scènes parce qu'elle a des airs de cagole, qu'elle a des ongles de 3 km de long, qu'elle a un accent du Sud, qu'elle a des diamants sur les dents. Mais en fait, c'est un personnage qui va faire preuve d'une grande douceur et d'une grande maturité émotionnelle. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le film, c'est qu'il est très délicat, qu'il arrive à subtilement détourner nos attentes sur tous les personnages. Et ça parle du début de l'âge adulte, de rapports de classe, mais aussi des premiers cœurs brisés. C'est un film assez triste et assez dur, en fait, malgré sa romance très mignonne. Et le casting est excellent, notamment les deux acteurs principaux, Félix Lefebvre et Anya Verderosa. Donc si le film passe encore près de chez vous, L'épreuve du feu, ne le ratez surtout pas. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma. Merci à Joseph Petitpain d'être venu parler de Sirat et de son métier avec moi. Et merci à ma tatoueuse qui a regardé la scène de Mauvais sang dont je vous ai parlé en début d'épisode et qui en a tiré une pièce magnifique qui est devenue mon tatouage préféré. Elle a vraiment fait un incroyable boulot. Donc merci à elle. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'envoyer vos messages vocaux à l'adresse podcast@slate.fr. Je vais écouter ça avec grande attention et je vous répondrai dans les épisodes qui viennent. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, en parler à tous vos amis. J'adore lire vos commentaires à chaque nouvel épisode qui sort. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner au compte Instagram Ami le podcast. À la semaine prochaine. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.